Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du débrief. En première partie de l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler du Mondial 2026 à une semaine exactement du vote du 68e congrès de la FIFA pour l'attribution de la compétition qui se tiendra dans 8 ans. Comme nous le savons tous, le Maroc a passé le cap du groupe de travail de la FIFA, dit Task Force, après un suspense qui aura duré plusieurs semaines. La voie est donc libre devant le Maroc pour se mesurer à la triple et impressionnante candidature nord-américaine. 207 fédérations voteront donc mercredi prochain, mais pour qui ? Élément de réponse sur la candidature du Maroc avec nos invités. En seconde partie, après la pause, nous ferons un petit saut juste à côté de chez nous pour nous rendre à Madrid où le chef du gouvernement vient de changer. Mariano Rajoy part, Pedro Sanchez arrive. Qui est le nouveau président du Conseil espagnol ? Avec qui gouvernera-t-il ? Et quelles sont les perspectives des relations de ce gouvernement avec le Maroc ? Avec nous pour débattre ce soir de ces deux thèmes. Karim Mkika, vous êtes membre du bureau du Conseil économique, social et environnemental et vous êtes aussi présidente fondatrice de l'association Al-Karam. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir. C'est la première fois que je vous reçois dans cette émission. Exactement. Ce n'est pas la première fois sur Médiane TV, mais c'est la première fois que je suis reçu par vous. Alors espérons que ce ne sera pas la dernière fois. Et j'espère que tout se passera bien. Il n'y a pas de raison, tout se passera bien. Aziz Daouda, vous êtes consultant sportif et vous êtes aussi et surtout ancien directeur technique national de l'athlétisme. Et à ce titre, vous avez été aux premières loges, vous avez participé aux grandes épopées de l'athlétisme marocain. C'est bien ça ? Ce fut un temps. Ce fut un temps. On espère qu'il reviendra. Bonsoir et merci à vous d'être avec nous. La candidature marocaine pour l'organisation du Mondial 2026 dans le Royaume a donc obtenu, comme nous le savons tous, une note de 2,7 sur 5, contre 4 sur 5 pour le trio nord-américain, États-Unis, Canada et Mexique, et sachant que la note éliminatoire était de 1,9 sur 5. Mais dans son rapport, la commission d'évaluation ou Task Force a noté les risques élevés qu'il y aurait à attribuer l'organisation de cette prestigieuse compétition au Maroc. Alors Karim Mkika, comment vous avez accueilli cette nouvelle vendredi dernier ? Est-ce que vous y attendiez ? Est-ce que vous avez été surprise ou simplement heureuse comme tout le monde ? Comme tous les Marocains, j'étais très heureuse. Mais je n'étais pas surprise parce que je sais qu'on est un pays quand même que quand il y croit, il peut faire beaucoup de bonnes choses. Et pourquoi nous sous-estimer ? On est quand même un pays qui a une capacité énorme, on a des jeunes, on a les moyens de relever des défis. Et vraiment, je m'y attendais. Moi, je suis toujours optimiste en tout cas. Donc vous étiez contente ? Moi, je suis très très contente. Et rassurée ? Rassurée, oui, mais le défi aujourd'hui, il faut être prêt pour le 13 juin. D'abord, il faut travailler cette semaine pour préparer le 13 juin. Il faut faire du lobbying, il faut être prêt pour le 13 juin. En cas de bonnes nouvelles, il faut travailler sérieusement pendant 8 ans. Aziz Daouda, quel commentaire vous pourriez faire sur ces notes, justement ? Le Maroc a eu 2,7, presque 2,8 sur 5. Les Américains, Canadiens, Mexicains, avec tout le gigantisme qui les caractérise, ont eu 4 sur 5. On aurait pu attendre plus, comme on aurait pu s'attendre à moins pour nous. Et cette note est quand même assez loin du 1,9, sachant que nous sommes en train de parler d'un mondial à 48 équipes et pas à 32, c'est-à-dire une augmentation de 50%. Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dire que toute cette histoire de Task Force a été créée pour éliminer le Maroc. Ça, il faut le dire. Il faut avoir le courage de le dire et je crois que ça a été reconnu à l'universel. Le monde entier s'est rendu compte que cette commission n'avait pour but que d'éliminer le Maroc. Et donc, a priori, ils sont venus pour justement trouver des failles. Or, la perspicacité des Marocains, le dossier marocain et surtout la campagne qui a été menée, et la façon, et la méthodologie qui a présidé à la démarche marocaine ont fait que le Maroc est arrivé à convaincre ces gens-là qu'ils ne pouvaient pas l'éliminer comme ça, sur une décision politique, parce que ça avait tout l'air d'être ça. Et puis par la suite, que le Maroc avait de véritables atouts et que s'il s'était porté candidat, c'est parce qu'il avait la capacité d'organiser. Alors le fait qu'il nous ait attribué 2,75 ou 3 ou 4 ou 5 ne compte plus, dans la mesure où en fait, ils reconnaissent que le Maroc a la possibilité d'organiser. La phrase qu'ils ont rajoutée dans le rapport, qu'il y a des risques, etc., mais ils ne parlent pas de... c'est quel risque ? Ils ne matérialisent pas ces risques, ils ne donnent pas une idée sur les risques. Parce qu'on aimerait bien les savoir, nous aussi, Marocains, quels sont les risques qu'eux courent à organiser chez nous. Alors que nous pensons au Maroc, et tous les Marocains, je suis certain qu'à l'unanimité, nous pensons qu'au contraire, nous allons enrichir cette compétition de par la culture et de par notre histoire. Et de quels risques ils veulent parler d'après vous ? J'en sais pas, j'en sais rien. Est-ce qu'ils ont parlé des risques de la candidature américaine ? La candidature américaine est plus risquée. Je vais vous citer un exemple. Il y a 2 mois ou 3 mois, on était sur un plateau sur Médiane TV et on avait relevé que certaines villes qui avaient été mentionnées dans le dossier américain s'étaient désistées et ne voulaient pas organiser de matchs de football chez eux, notamment au Canada et aux États-Unis. Donc le risque est là-bas, le risque n'est pas ici. Donc en fait, le conflit en interne, en externe. Avec la candidature marocaine est portée par l'État marocain. La candidature américaine est portée par des privés. Le risque, il est du côté des États ou du côté des privés ?
l'État a une Ça a pérennité. été mentionné dans le rapport. Bien sûr. C'est extrêmement important que de mentionner que c'est l'État marocain qui est derrière la candidature du Maroc. Et donc c'est nous tous qui sommes derrière. Aux États-Unis, c'est un non-événement, la Coupe du Monde de football. Pendant même la Coupe du Monde de football, peut-être qu'on aura l'occasion d'y aller en 2026, si jamais c'était là-bas, ce que je ne souhaite pas, parce que je souhaite qu'elle soit organisée au Maroc. Et ben, ils vont faire des sondages encore, parce qu'ils ont l'habitude de faire ces choses-là. Et bien, les gens ne sauront même pas qu'il y a une Coupe du Monde de football aux États-Unis. C'est un non-événement. Est-ce que cette task force, cette FIFA, a parlé de l'intervention du président américain avec ses tweets? En fait, ça a embarrassé la FIFA. D'ailleurs, ça a été un des atouts du Maroc, que ce genre de sortie. Et je pense que, mais moi, spécialiste du sport, je ne commente pas ce genre de choses, parce que c'est de la politique, et nous avons aussi des hommes politiques pour répondre à ça. Non, moi je parle ça du point de vue tout à fait sportif. Oui, Kalima Mkika. Écoute, moi je sais que la FIFA évite tout ce qui est politisé. Donc aujourd'hui, je crois que la FIFA est assez sage pour juger de la pertinence du dossier marocain. Et qu'aujourd'hui, que ce soit le meilleur qui va gagner, on est déjà gagnant. Le fait qu'on a été quand même sélectionné, qu'on est passé, c'est qu'on a quand même un dossier, fort et solide, qu'on peut, comment dirais-je, on peut le renforcer, on peut mettre une vraie vision. Et puis, il ne faut pas voir que la Coupe du Monde 2026 en tant que telle, ce sont des investissements aujourd'hui qui serviront tout le pays. Et puis, c'est 8 ans. 8 ans, quand on veut, on peut. En 8 ans, si on a une vraie feuille de route où on va associer tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, ce dossier n'est pas il ne dépend pas que d'un seul acteur, l'État ou le privé, mais c'est de tous les Marocains. On a une jeunesse magnifique qui est prête à aller jusqu'au bout et il faut vraiment y croire. Et puis aujourd'hui, on est gagnant quand même, qu'on passe ou qu'on ne passe pas. Alors, je suppose que vous avez bien vu le tableau qui est passé tout à l'heure sur les différents atouts et sur les différentes faiblesses que nous attribuent les gens de la Task Force. Est-ce que vous pensez, vous, dans votre position du Conseil économique, vous avez quand même certaines visions sur les choses. Est-ce que vous pensez qu'on peut lever tous ces risques dont il parle en matière d'hébergement, en matière de transport, parce que là, quand il parle, et je reviens quelque part à quelque chose qu'a effleuré Aziz Daouda, il reviendra là-dessus, ce n'est pas une question uniquement de construction ou de génie civil, c'est aussi une question de capacité. Est-ce que vous pensez que le Maroc a les atouts qu'il faut pour dépasser ça? Bien sûr, d'abord, par exemple, pour tout ce qui est infrastructure. Sans bousculer le reste de l'économie, bien entendu, c'est le principe. Déjà, je l'ai bien dit, ce n'est pas que pour le mondial 2026 qu'on devrait être prêt, mais aussi pour que le pays passe à autre chose. Aujourd'hui, on a des visions. Par exemple, au niveau du tourisme, on a la vision. Donc aujourd'hui, si on accélère la réalisation de tout ce qu'on a entrepris, et puis même dans les lois de finances, tout a été prévu par rapport. Et aujourd'hui, c'est le privé qui va construire ces hôtels. Ce n'est pas l'État. Par contre, tout ce qui est infrastructure routière, sanitaire, éducation et tout, ça c'est l'État. Et je peux vous dire que quand même, il y a un pourcentage assez élevé qui a déjà été prévu dans notre budget. Alors Aziz Daouda, à ces risques, si on vous posait la question, d'ailleurs c'est ce que je fais, directement de la part je ne suis pas Task Force, mais enfin, si la Task Force vous pose cette question directement, non, je suis marocain comme vous, et j'espère qu'on aura ce vote mercredi prochain, mais si on vous dit, voilà, est-ce que vous pourriez construire, est-ce que vous avez est-ce que vous avez ce qu'il faut, au-delà des moyens, la volonté et la capacité de coordonner, vous avez été dans toutes les grandes compétitions internationales dans les années 80, 90, vous avez côtoyé les CIO, vous avez côtoyé les grands de ce monde en matière de sport, qu'est-ce que vous répondriez d'une manière convaincante pour emporter les votes de ceux qui peuvent être encore hésitants? Et il y en a. Si on devait discuter que de ce point de vue, de ce point de l'hébergement, d'abord il faut savoir quelle est la nature de ceux qui se déplacent avec le football. Qu'est-ce qu'ils cherchent comme hébergement? Vous savez, quand la Coupe du Monde a été organisée en Afrique du Sud, il y a eu 300 000 étrangers seulement qui ont fait le déplacement. Combien vont faire le déplacement vers le Maroc? Ça, on peut le savoir. On peut, disons, extrapoler et voir un peu. Et est-ce que le Maroc, qui reçoit aujourd'hui entre 10 et 11 millions de touristes, avec des aéroports, avec toute l'infrastructure, avec l'hôtellerie qu'il a, avec les possibilités d'hébergement en privé, etc., est-ce que le Maroc n'a pas la possibilité d'héberger, allez, disons, un petit 500 000 ou 600 000 personnes de plus que ce que nous recevons aujourd'hui? C'est pour ça que je pense que ce genre de rire, en fait, il fallait qu'ils sortent quelque chose. Donc ils ont trouvé ce créneau-là, ils sont montés dessus et puis c'est tout. Mais je ne pense pas qu'il y ait de risque à ce niveau-là. La majeure partie de ceux qui suivent le football, la majeure partie sont des jeunes ou des gens d'un niveau social qui ne recherchent pas les hôtels.
Donc, pratiquement Il y a des gens, qui vont camper, il y a des gens qui vont venir en camping-car, qui vont se débrouiller. Il y a beaucoup de débrouille autour du football. Alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable, quand même. Vous parlez de 300 000 personnes qui ont été en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est très loin. Ouais. C'est très, très loin. Non, mais il y a des pays... Nous, on est à 15 km de Non, mais il y a des pays autour de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud n'est pas isolée. Il y a une population pratiquement de 150 millions autour de l'Afrique du Sud. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais nous avons aussi une population de beaucoup plus que 150 millions qui nous entourent. Ce sont les Espagnols, ce sont les Italiens, ce sont les Portugais, ce sont les Français qui vont tous être qualifiés, sauf accident, comme c'est passé pour l'Italie pour ce mondial. Est-ce que vous pensez, vous dites qu'on a 10-11 millions de touristes, bon, la moitié sont des binationaux qui reviennent, mais là, on risque d'avoir 2-3 millions, peut-être même 4 millions, avec les facilités qu'il y a dans le transport aérien, transport tout court, on risque d'avoir beaucoup plus de personnes sur une période réduite d'1 mois. Exactement. Et c'est là où le problème se pose. Sauf qu'il faut dire aussi que les touristes qui suivent le football choisissent leur match. Ils ne viennent pas pour toute la durée. Surtout quand c'est les Espagnols qui sont juste à côté, venir pour la journée et repartir. Très peu de gens viennent pour la durée, parce qu'ils ne trouvent pas de billets, parce que ce n'est pas possible d'acheter tous les billets. Oui. Vous savez, donc, les gens, il y a des gens qui choisissent 1 match, 2 matchs, 3 matchs. Voilà, donc c'est des va-et-vient. Et pour les équipements, c'est ça la technique de ces choses-là, véritablement. Pour les autres critères, si vous voulez, on peut dire par exemple que une des problématiques peut être le coût. Est-ce que nous allons disons, être en mesure d'imposer des coûts qui seraient à la portée de ces gens-là? On va parler des coûts, justement. Alors, on va... Peut-être que là, il y a un risque. Parce que le type d'hôtellerie qu'on a au Maroc est une hôtellerie haut de gamme, généralement, ou moyen et haut de gamme, et ça coûte cher. Parce que quand on parle d'infrastructures routières, par exemple, nous, on est fiers, les Marocains, de dire, bon, on a 1700, 1800 km d'autoroute, on en aura encore 1 millier d'ici 8 ans. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est l'interconnectivité des villes, c'est les routes à l'intérieur des villes, c'est le fait, avec des milliers, des centaines de milliers de personnes dans les grandes villes, de les faire déplacer au centre de chaque ville qui reçoit, surtout les petites villes. Alors, Karim Mkika, est-ce qu'on peut dire d'une manière peut-être hasardeuse que ce qu'on devra, j'espère qu'on devra arranger d'ici 8 ans, peut entrer dans le cadre de ce qu'on appelle le modèle économique que tout le monde est en train de chercher. C'est-à-dire une coordination entre un ensemble de secteurs qu'on va mettre en place et les connecter. Est-ce que vous pensez que c'est une prémisse ? Bien sûr, parce que d'abord déjà, l'organisation de la FIFA 2026 est un nouveau modèle de développement. Parce que ce qu'il faut, c'est un vrai plan Marshall. C'est-à-dire aujourd'hui, nous avons besoin de combien ? On a besoin de 150 milliards de dirhams, et en 8 ans, c'est jouable. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on se dise toujours que ce ne sont pas des infrastructures qui vont servir que pour les 5 semaines. C'est-à-dire en matière de PIB, nous sommes à 14,4% du PIB. Donc par an actuel. Par an, ça fait à peu près un peu moins de 2%. Donc c'est jouable. Donc c'est jouable. Et puis surtout qu'on doit se dire qu'on va reprioriser certaines choses. Aujourd'hui, tout ce qu'on va acquérir, nous n'allons pas l'acquérir que pour le 2026, mais pour le Maroc de demain. Et sincèrement, quand on veut, on peut. Aujourd'hui, on va retrousser les chemins. Moi, j'ai parlé en tant qu'ONG. On peut, comme a dit tout à l'heure Aziz, ce n'est pas que question de moyens financiers, mais aussi c'est une question de moyens humains. Vraiment, il y a des mesures comme réalisables. Il faut rien que ce soit le bon moment, et puis il faut savoir jouer les choses au bon moment et anticiper les choses. Et 8 ans, nous n'avons le temps si on veut. Donc vous êtes optimiste à ce niveau-là aussi ? Je suis très optimiste aussi. Et puis à la limite, si on ne l'a pas, on a déjà quand même été sélectionné. Donc le Maroc a quand même des infrastructures béton, a des choses quand même, on est devant quand même une mastodonte. Les États-Unis, c'est pas n'importe... Ils sont 3 aussi. Vous savez, et là, on est seul. Est-ce qu'on peut faire un peu d'histoire ? Parce que la FIFA est en train d'être exigeante sur certaines choses. Mais par le passé, ils ont accordé la Coupe du Monde à des pays qui étaient dans des situations bien pires que celle du Maroc. La Coupe du Monde au Mexique, c'était quoi ? Il y avait un des stades où l'équipe du Maroc avait joué d'ailleurs à Guadalajara en plein bidonville. Ça n'a dérangé personne. Le spectateur était là, c'est la vie, c'est le Mexique, c'est comme ça, c'est le pays. On peut organiser du football partout. Parce que finalement, c'est quoi la Coupe du Monde ? Ce sont une multitude de matchs, donc 11 joueurs contre 11, donc c'est 22 sur le terrain avec les remplaçants, et c'est tout, et quelques milliers de spectateurs. Donc ça peut être dans n'importe quel environnement. La FIFA a une vision idéalisée de la chose, mais sa vision n'est pas la seule possible.
La FIFA, elle a des choses à se faire pardonner depuis 2015 et que donc elle a envie de rationaliser tout ça, entre guillemets. Elle a surtout envie de mettre un baume d'intégrité sur tout ça. C'est peut-être pour ça qu'ils sont aussi exigeants. Donc, elle a donné aussi au Qatar, qui n'avait pratiquement aucune infrastructure, qui a fait le travail, à la Russie, la grande Russie, qui a dû faire tout un travail, à l'Afrique du Sud aussi, qui devait quand ils vont aller, si jamais ils allaient aux États-Unis, ils vont aller dans de vieux stades de baseball, de football américain, etc., qui n'auront pas les normes que demande la FIFA. Vous allez voir. Si jamais c'était pas le Maroc. Alors, vous savez, c'est très sympa d'être avec des gens comme vous qui êtes extrêmement enthousiastes à cette idée. Alors, je vais essayer encore une fois de me faire l'avocat du diable, essayer de vraiment mettre de la crédibilité sur ça, parce qu'on est tous emballés, parce que c'est la première fois qu'on arrive à ce stade, qu'il y a des gens qui ne voulaient pas de nous, comme vous le dites, Aziz Daouda, vous avez raison, et qui sont là et qui ont été contraints et forcés de voir que, ces gens sont sérieux. C'est devenu un défi national. C'est devenu un défi national. Alors, le grand problème chez nous, c'est que déjà, l'opinion publique adhère, mais il faudrait qu'elle adhère encore plus et que ça passe. Mais là où ça pourrait poser problème, alors je reviens un peu à notre situation interne. Nous avons des problèmes avec l'administration, nous avons des problèmes avec notre classe politique. Font-ils, ne font-ils pas, etc. Ça a été dit, écrit partout. Est-ce que vous pensez que nous avons l'administration qu'il faut? Le secteur privé, je pense qu'il est là et qu'il fera le travail, parce que le secteur privé doit gagner et il gagnera. Mais est-ce que vous pensez que cette question de coordination, parce que c'est quand même gigantesque, est-ce que vous pensez que nous avons l'administration qu'il faut, ou qu'il faille encore créer autre chose pour mettre les choses au point? Moi, je pense qu'à ce niveau-là, on a des difficultés. Et on aura des difficultés. Parce qu'il faut d'abord mettre les hommes qu'il faut là où il faut. Ça, c'est un principe universel, simple, mais il faudrait que pour une fois au Maroc, on fasse ça. Parce que c'est une échéance qui est quand même qu'on ne peut pas reculer. C'est une date précise. C'est au mois de juin 2026, donc c'est connu, c'est peut-être le 10, le 15, le 20 juin, mais c'est au mois de juin en 2026, et tout doit être prêt sur place. Sauf que l'expérience montre que très peu de pays arrivent véritablement à tout boucler comme il faut, et vraiment à la date qu'il faut. Regardez ce qui s'est passé au Brésil, avec la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques. Regardez ce qui s'était passé auparavant en Grèce, etc. À Montréal, en 1976, les Jeux Olympiques avaient été organisés en 1976 à Montréal, et le stade olympique de Montréal n'a pas été fini à aujourd'hui. À aujourd'hui. À aujourd'hui. Il ne sera jamais fini, puisqu'ils ont abandonné cette finition qu'ils avaient prévue. Donc il y aura des difficultés, certainement. Bon, mais on va espérer que ce Maroc, qui va être dynamisé par ce projet porté par tous les Marocains, puisse justement prendre les mesures qu'il faut, les décisions qu'il faut pour que les choses se passent au mieux qu'on puisse faire. Parce qu'on aura toujours des difficultés. On aura toujours des difficultés. Des imprévus, on aura toujours. Sur les plans budgétaires, par exemple, il n'y a pas une seule manifestation sportive du genre où les budgets n'ont pas été dépassés à travers l'histoire. Ça a toujours été comme ça. Parce qu'il y a des exigences, il y a des progrès technologiques qui vont apparaître. Je ne sais pas, moi, aujourd'hui, on a ces caméras-là. Peut-être que dans 3-4 ans, il y aura d'autres caméras qui coûteront plus cher, alors que nous, on a tablé sur celles-là et qu'il va falloir acheter des caméras plus chères, ou un câblage plus cher, ou je ne sais quoi plus cher. Donc, il y a des choses. Mais tout ça, c'est une affaire de management. Mais je pense que le défi pour nous, c'est de nous mobiliser autour de quelque chose. Je crois qu'on a besoin d'un projet mobilisateur comme ça pour l'ensemble de la nation. Plus fédérateur que ça, ce sera difficile. Justement. Et vous, Kalimam Kika, au niveau de l'encadrement administratif, de l'encadrement général qu'il y a dans 12 villes, dans 14 villes, dans 12 villes, pardon, comment vous voyez les choses? Moi, je dirais qu'il faut capitaliser d'abord ce qu'on a et fédérer. Vous avez parlé tout à l'heure des politiques publiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème de cohérence des politiques sectorielles. Mais je dis, si demain, on est sélectionné, on peut avoir, je l'ai dit tout à l'heure, comme un plan Marshall, c'est-à-dire un nouveau plan de mobilisation pour arriver à cette grande manifestation. Et je sais bien que le Maroc est capable de le faire. On a organisé le GATT, on a organisé la COP22, on a eu des soucis, mais qu'on a pu surmonter quand même. Pourquoi pas? Vous avez, nous, dernièrement en saison, il y a eu un rapport sur la richesse globale du Maroc. Il y a un capital humain énorme. Mais il y a une jeunesse qui est prête à travailler. Il y a aussi, aujourd'hui, il faut qu'on passe à autre chose et que l'intérêt supérieur de ce pays soit pris en compte. Aujourd'hui, c'est l'intérêt de l'organisation. C'est quoi? C'est qu'il y aura le win-win. C'est-à-dire que cette organisation va servir à tout le monde. Sachant qu'on est un pays qui adore le foot, je suis sûre que même nos politiciens
feront ce qu'il faut. feront ce qu'il faut. Alors je reviens aux chiffres dont vous parliez tout à l'heure. Vous avez parlé de 15 milliards, de 2% à peu près. Et Aziz Daouda vient de dire quelque chose qui effectivement est inquiétant. C'est que en général, on dépasse. En général, on dépasse les budgets. Et vous parlez aussi de plan Marshall, et on va recouper tout ça. Est-ce qu'il y a un risque qu'il y ait un endettement pour faire ça? Parce que ça a été le problème de pas mal de pays qui ont organisé avant le surendettement. Après, les équipes partent et on reste avec un endettement pareil. Comment vous voyez les choses? Je crois que le Maroc est assez sage. Quand même, nous avons des institutions financières quand même assez stables. On est un pays quand même qui a un taux de croissance qui est assez stable. Et aussi, vous savez, ne croyez pas que ces organismes internationaux prêtent comme ça. Il faut des garanties. Et puis jusqu'à aujourd'hui, on a pu quand même rembourser dans les tons, dans les limites. Et puis, sincèrement, il faut que ces investissements créent de la richesse pour le pays. Et ils créeront de la richesse en infrastructure, en éducation, en infrastructure sanitaire, même avec l'hôtellerie. Aujourd'hui, si on reçoit tant de touristes, pourquoi pas recevoir le double de ce que nous recevons aujourd'hui? Il faut vraiment comment dirais-je, capitaliser. Et puis, il faut qu'il y ait le win-win. Il faut que tout le monde soit gagnant dans cette histoire. Alors justement, ça c'est la question. C'est un risque que nous, on peut voir en tant que Marocains, parce qu'on est Marocains, on est au Maroc, un risque qui n'a peut-être pas été relevé assez par la task force, qui pourrait être, pas un risque, mais disons une faiblesse. C'est qu'on a constaté que depuis 6 mois, depuis la candidature a été annoncée courant l'été, le comité de candidature a été nommé par Sa Majesté début janvier, et depuis ce temps-là, on sent qu'il y a quand même une réticence au niveau de l'opinion publique. Est-ce que nous avons besoin de ça? Si vous avez quelque chose à dire à notre opinion publique, avant vendredi dernier, entre vendredi dernier et jeudi prochain, et après jeudi prochain, qu'est-ce que vous leur diriez? En fait, maintenant, aux Marocains, parce qu'il y a 3 étapes importantes. Nous sommes engagés aujourd'hui. Oui. Le Maroc est engagé, la haute autorité du pays s'est engagée, il y a eu une lettre de Sa Majesté, donc c'est l'ensemble de la nation qui est engagée. Il n'y a plus à reculer. Aujourd'hui, notre espoir est de voir les votants du 13 juin choisir le Maroc, ne serait qu'avec une petite voix de plus, et puis que le lendemain, on se mette au travail. Et pour se mettre au travail, il faut planifier les choses comme il faut. Vous avez parlé de dépassement budgétaire. Effectivement, il risque d'y avoir des dépassements budgétaires parce que l'optimisme est là, mais bon, il y a aussi beaucoup de risques. Mais il y a surtout à optimiser toutes les démarches de façon à les rendre les moins coûteuses possibles. Il faudrait que le coût de l'organisation baisse au maximum. Il faudrait que le coût des infrastructures, ce que va nous coûter l'infrastructure, soit baissé au maximum. C'est-à-dire sans rien enlever à la qualité. Parce qu'il y a des économies à réaliser, parce que c'est quand même des marchés gigantesques sur lesquels on peut gratter des petites choses par-ci, par-là, etc., de façon à gérer un bon père de famille avec du bon sens. Je reviens à ma question, Aziz Daouda, si vous le permettez. Vous avez été dans les stades quand le drapeau du Maroc était levé très haut. Vous avez connu ça. Il n'y a pas un autre plaisir, un plaisir intense que ça. Alors justement, on a une opinion publique, encore une fois, qui est réticente. Qu'est-ce que vous leur diriez, vous, avec votre position? Vous avez connu ça. D'ailleurs, on est tous restés téléspectateurs aussi. Une grande partie est restée jusqu'à 3 heures du matin pour regarder le drapeau. L'opinion publique ne se trompe pas. C'est-à-dire qu'au départ de cette histoire, beaucoup disaient qu'on n'avait rien à faire de cette Coupe du Monde. Donc il y a des gens qui sont convaincus aujourd'hui de ça, qui le seront un peu moins peut-être que si jamais les choses se passaient mieux. Bon, donc il y a de la réticence. Mais il y a aussi la stratégie qui a été adoptée, qui a été sage, c'est de ne pas trop ébruiter les choses. Et donc l'opinion publique n'a pas beaucoup été associée à la démarche, parce que par le passé, on associait beaucoup l'opinion publique, et je vois que ça n'a pas été très productif pour le Maroc. Donc cette fois-ci, ça s'est passé beaucoup plus en catimini, donc c'est des groupes de travail, des gens qui se sont déplacés, qui ont sillonné le monde, qui continuent à le faire d'ailleurs, qui se sont réunis avec tous les probables votants, avec toutes les forces possibles dans le football mondial, qui ont fait le maximum de ce qu'ils pouvaient faire comme communication, donc comme lobbying, et qui aujourd'hui ont une vision de ce qui va se passer le 13 juin. Je suis certain qu'aujourd'hui, c'est les gens du groupe de travail, du groupe qui manage, qui gère la gestion, la candidature marocaine, savent très bien où on en est. Ils doivent le savoir, parce qu'ils ont un baromètre pour ça. Et donc l'opinion publique va être mise à contribution à un moment donné. À un moment donné, quand, peut-être le 13 juin au soir, quand le vote sera en faveur du Maroc. Et à partir de là, ça va se déclencher. Et vous, Kalimam Kika, au niveau toujours de cette question d'opinion publique? Moi, je reprendrai ce qu'on avait fait il y a 18 ans. Aziz et moi, on était dans un comité de soutien de la Coupe 2006. Et on avait les mêmes questions et on avait les mêmes appréhensions. Mais je vais vous dire une chose, le Marocain est optimiste. Une fois qu'on dira c'est le Maroc, il mettra la main à la pâte.
sincèrement, ce qu'il faut, c'est les associer. Les Maroc, aujourd'hui, on a un nouveau Maroc, on a un nouveau pays, avec une jeunesse qui a besoin que d'une approche participative. Et quand on les associera à ce grand challenge, je suis sûre, comme a dit Aziz, même les coûts, c'est-à-dire il faudrait rationaliser et il faut une bonne gouvernance. Et je suis sûre que l'opinion... Quand on aime, on ne compte pas, quoi. Bah oui, quand on aime, on ne compte pas. Voilà. Non, mais là, il va falloir compter. Il va falloir En vraiment l'occurrence, il va falloir compter. Il va falloir Faut qu'il y ait vraiment une bien efficience compter. aussi, Parce voilà. Quand même. Parce qu'il y a- vous savez, dans une manifestation comme ça, il y a ce qui est de base, il y a ce qui est éphémère et juste farfelu. Et dans les manifestations sportives mondiales de ce niveau-là, il y a beaucoup de farfelus, beaucoup de choses qui sont farfelues. C'est Donc, il faut pouvoir dépasser. Non, pas dépasser, c'est-à-dire que des choses qu'on va exiger de vous, mais qui n'ont aucune importance. Par exemple, je vais vous citer un exemple. On va vous demander un certain nombre de sièges de journalistes dans tous les stades. Jamais ils ne seront occupés entièrement. Par exemple. Ça, c'est les cahiers de charges de la FIFA qui demandent. Oui, c'est des cahiers de charges. Draconiens. Parce que c'est des vues de l'esprit. Avec mais des exigences invraisemblables en technologie, en ceci, en cela. Des choses qui ne vont pas servir. Et à partir de là, à un moment donné, dès qu'on sera candidat, il va falloir rationaliser tout ça et négocier à chaque fois. Au coup par coup, négocier tous les compartiments de la... En tout cas, je crois que tout va revenir justement à cette question de Marocains, comment ils vont prendre la chose. C'est un projet qui doit être porté par tout le monde. Et on a vu que vendredi dernier... Et il faut la touche marocaine dans tout. Ouais, Si on veut vraiment créer de l'emploi, si c'est juste importer de la ferraille de je ne sais quel pays pour les monter, pour faire des stades... La candidature a été vendue sur cette base-là de touche marocaine. Voilà. La première partie arrive à son terme, le temps passe très vite. On se retrouve dans quelques instants, après quelques minutes de pause. Merci. Rebonsoir à toutes et rebonsoir à tous. Nous entamons la deuxième partie du débrief de ce soir. Pour ceux qui nous rejoignent, nous parlons de la candidature marocaine pour le Mondial 2026 avec Karima Mkika. Vous êtes membre du bureau du Conseil économique, social et environnemental et aussi présidente fondatrice de l'association El Karam. Aziz Daouda, vous êtes ancien directeur technique national d'athlétisme, que tout le monde vous connaît. On a tous été avec vous quand il y avait la grande épopée. On en parlait en première partie. Alors, on reste avec vous. Aziz Daouda, qu'est-ce qu'un stade modulaire? Quand on parle de stade modulaire, c'est vraiment pas le scoop, mais c'est la nouveauté de cette candidature. Non, en fait, un stade modulaire. Il y a eu par le passé des stades modulaires. Il y a par exemple, aux Jeux Olympiques de 2000 à Sydney, le stade était modulaire. C'est-à-dire que c'est des stades qu'on peut agrandir à volonté ou réduire à volonté. Tout simplement, voilà. Vous pouvez en augmenter la capacité ou la réduire. C'est qu'en fait, le Maroc a proposé certaines villes où il n'y a pas besoin, par exemple, de stades de 60 000 ou de 40 000 spectateurs. Il y a besoin de moins que ça. Mais pour la circonstance, ils vont être construits en grand, mais ils vont être réduits par la suite à la dimension qu'il faut. Un stade modulaire, c'est ça. On a parlé de démonter un stade, remonter un stade ailleurs. Alors aujourd'hui, depuis la candidature du Qatar, puisque le Qatar va proposer justement des stades qui vont être démontés par la suite et replacés ailleurs, peut-être au Maroc, pourquoi pas. En fait, c'est les technologies d'aujourd'hui qui permettent ça. Ils vous permettent de monter un stade et puis le lendemain de le démonter et d'aller le remonter ailleurs. Donc il y a cette possibilité. Donc, il a été proposé par le Maroc pour certaines villes, où le besoin n'est pas celui d'un grand stade, mais pour la circonstance, il faut un grand stade. Et je pense que c'est une approche intelligente. C'est-à-dire qu'au lieu de construire un stade et de le laisser vide par la suite, le construire pour la circonstance, le démonter, et puis aller le construire là où il faut. Donc ça se passe actuellement au Qatar, ça? Le Qatar a quelques stades modulaires. C'est le premier qui fait ça ou ça a déjà été fait? Non, en fait, je vous ai dit qu'à Sydney en 2000, le stade était modulaire. C'est un stade qui est passé, pendant les Jeux Olympiques, je crois qu'il était à 115 000, 120 000 spectateurs, et aujourd'hui il est à 80 000 ou 100 000. C'est-à-dire qu'on a dégraissé le... Et vous avez une idée des coûts de ces stades? Il paraît que ça coûte nettement moins cher qu'un stade classique. Théoriquement, parce que, vous savez, par exemple, aujourd'hui en athlétisme, on a les compétitions en salle. Et beaucoup des salles ne disposent pas de l'infrastructure qu'il faut. Mais c'est de l'infrastructure qui est louée. Et donc ça réduit les coûts, puisque c'est la même infrastructure qui va servir, qui va se transporter de pays en pays, etc. Peut-être que ces stades-là, ce genre de stade, va servir à autre chose, parce que la structure, elle peut servir à stade, elle peut servir aussi comme grand hall pour des expositions, pour des choses. L'usage de la donc ce sont par exemple, un stade qui serait construit dans une petite ville éloignée du centre pourrait être démonté et replacé dans une grande ville qui en aurait besoin pour faire d'autres événements. Et qui deviendrait une foire, par exemple, un palais d'exposition, ou un palais de culture, ou quelque chose. Donc, à la limite, il pourrait continuer à engranger des ressources, même après. Exactement. On peut le réutiliser pour plusieurs autres objectifs que le football. Karima Mkika, vous avez une...
Moi, je dirais que ça pourrait servir aussi à la promotion des événements culturels que nous avons quand même. Écoutez, par exemple, dans des villes où il n'y a pas quand même de théâtre, pourquoi pas être un endroit où on peut faire ramener des grands artistes, des grands chanteurs, faire associer d'abord les arts populaires des régions. Il y a tellement de choses à faire. Sincèrement, comme a dit Aziz, il faudrait que le coût soit justifiable et que dans la mesure où c'est modulable, c'est qu'on peut changer et faire autre chose. Pourquoi pas? Le plus important, c'est qu'il n'y ait pas de perte, qu'on ne construise pas quelque chose qu'on va fermer et qui va coûter un argent fou pour le budget du pays. Très bien. Alors, on va aller maintenant à jeudi prochain, à mercredi prochain, quand il y aura le vote. Donc, il y a 211 fédérations. On enlève les 4 candidats, ça laisse 207. Donc, il faut à peu près 104 pour l'emporter. Il y a une petite formalité avant le 12. Il y a une réunion du conseil du comité directeur de la FIFA. C'est dimanche prochain. Oui. Alors, donc, le 12, il va étudier les dossiers. Et c'est parce que c'est le conseil qui va présenter les dossiers à l'Assemblée générale. Donc, il y a une petite étape aussi où on dit, est-ce que le Maroc va passer, est-ce que le Conseil va C'est une formalité, ça. Théoriquement, c'est une formalité. C'est une formalité réglementaire, donc c'est pour ça que je n'en ai pas parlé, parce que c'est véritablement une formalité. On a vu les statuts de la FIFA, puis lors du jour du Conseil et du Congrès. C'est véritablement une formalité. Ils auraient pu éliminer s'il y avait plus que 3 candidatures. Or là, il n'y a que 2 candidatures. Donc, ils vont laisser passer au vote. Et bon, alors, ce qui se passe, c'est que maintenant... En fait, c'est David contre Goliath, simplement. Alors, il y a un pays qui a fait un effort, qui a été voir les gens, rendre visite à tout le monde. Pratiquement, on a sillonné le monde entier. On a été pratiquement dans la quasi-totalité des pays. On a exposé. On a parlé de 180 fédérations visitées, ça veut dire 180 pays. On a convaincu des gens, on n'a pas convaincu d'autres, probablement. Avec à côté un candidat qui n'a pas fait cet effort-là, qui n'a pas daigné aller rendre visite aux gens. Les gens sont sensibles à ce genre de choses. Moi, je pense que c'est quelque chose qui va faire pencher la balance vers le Maroc. Vous pensez ça? Alors, il y a aussi un autre argument, le grand argument qui a fait que... Bon, on sait tous que la FIFA avait un certain a priori. Ça a été pas dit clairement, mais enfin, on comprend entre les lignes. Et le grand argument qui était sorti, en fait, il y en avait 2 de grands arguments qui étaient sortis, c'est que, les Américains, avec leurs voisins, sont actuellement prêts pour recevoir ce mondial, même s'il avait lieu le mois prochain, et que, deuxièmement, ils promettent 15 milliards de dollars. Ils ont parlé de 11 milliards, je crois. De 14 milliards de dollars ou d'euros? Parce qu'il y a une différence entre les deux. De dollars, de bénéfices. Voilà. Avec un surplus de ce qu'ils avaient prévu, etc. Et le Maroc, la moitié? 5. Alors, ça ne parle pas aux fédérations. Est-ce que c'est un argument qui parle aux fédérations ou qui parle uniquement au Conseil de la FIFA? Alors, vous savez, s'il n'y a que les pays riches qui pouvaient organiser, je pense que la FIFA aurait pu décréter que la Coupe du Monde est réservée au G20. On aurait terminé l'histoire. Il n'y aurait plus jamais de candidature ni du Maroc, ni de quelconque autre pays du niveau du Maroc. Non, je pense qu'au-delà du côté mercantile, du côté financier, il y a aussi le côté culturel, il y a aussi le côté historique, le côté humain. Et je pense que la Coupe du Monde a aussi un intérêt à devenir plus humaine et aller là où les gens ne l'attendent pas, ou ne l'attendraient pas. Parce que moi, je vois très bien une Coupe du Monde organisée, je ne sais pas moi, au Gabon, au Cameroun, en Algérie, en Espagne, au Portugal. Parce que finalement, pourquoi priver ces nations-là juste pour une question de rentrée financière? Est-ce que l'argent est la chose la plus importante dans la vie d'une société? Non, certainement pas. Le problème étant que quand la Coupe du Monde sera organisée ici chez nous ou ailleurs, dans un pays qui donnera la moitié ou le tiers de ce que peuvent promettre les grandes puissances, il y a quand même 4 ou 5 milliards de téléspectateurs qui voudraient regarder ça. Et là, ça a des coûts. Parce que là, on passe par le privé, on passe par les chaînes télé. C'est du privé. Il faut des stades, il faut l'hébergement, il faut quand même des choses. La différence va se faire d'après les Américains, sur les publicités. Parce que les Américains ont beaucoup plus d'annonceurs que les Marocains, par exemple. Donc il y a beaucoup d'annonceurs. Des annonces marocaines, il y aura des annonces européennes. Oui, parce qu'il y a une partie qui appartient à la FIFA directement et qui ne passe pas par le Maroc. La FIFA détient tous les droits. Il ne faut pas oublier que tous les droits sont détenus par la FIFA, dont notamment ceux de la publicité, etc. Avec des quotas pour le pays organisateur. Bien évidemment, la puissance économique marocaine n'est pas la puissance économique américaine. Je ne sais pas, moi, un spot qu'on paierait nous 7 000 dirhams, les Américains le paieraient peut-être 15 000 $. Donc c'est sur ça que va se faire la différence. Mais en amont, le Maroc aussi va donner des opportunités d'investissement
des opportunités de travail pour les industriels européens, américains, etc. Parce que pour construire des stades, etc., il faut de la technologie, il faut des moyens. Et ces moyens-là, le Maroc ne dispose pas de tous ces moyens technologiques, et de tous ces moyens, disons, de savoir-faire, etc. Donc il va y avoir des bureaux d'études, je ne sais pas moi, américains, français, etc., qui vont travailler. Il va y avoir des entreprises peut-être chinoises, indiennes, je ne sais pas. Donc, tout le monde va travailler dans cette affaire. Et là aussi, ça peut constituer un atout pour le Maroc. Parce que ça ne passe pas par la FIFA, mais ça passe dans l'économie mondiale, ça passe dans... Les Français ont dit clairement que s'ils soutiennent la candidature du Maroc, c'est la soutenir corps et âme, si j'ose dire, c'est-à-dire la soutenir avec tous les moyens, avec toutes exactement. les... Est-ce que, comment parce vous voyez... qu'ils ont intérêt pour leurs entreprises. Parce que c'est des opportunités de travail. Voilà. Karim Kika, sur ce point-là, des gains de finances et de l'argent. Écoutez, moi je parle toujours de la richesse culturelle et humaine. Sincèrement, nous avons tout à gagner. Ça a été le grand argument finalement de la candidature marocaine. Justement, c'est on ne va pas ça. sur le terrain, on va perdre. Justement, c'est sur ça qu'il faut capitaliser. Et puis aujourd'hui, il y a l'égalité des chances. On est quand même un pays qui est en voie de développement. On n'a jamais organisé une Coupe du Monde. Pourquoi pas, si elle va créer un win-win pour tout le monde? Parce que même ces investisseurs étrangers qui vont venir, ces annonceurs qui vont être... Il y aura une visibilité, il y aura des choses. Le Maroc a quand même un paysage qui est magnifique. Moi, je voudrais surtout qu'on capitalise sur ça. Et il faudrait aussi insister qu'aujourd'hui, le vote, je crois que l'opportunité que nous avons aujourd'hui, c'est un vote qui n'est pas à main levée. Donc on peut créer quand même des surprises. On a des amis, le fait de sillonner quand même le monde, qui est 180 pays qui ont été quand même... contactés, on a fait du lobbying, pourquoi pas, why not? Et puis moi je dirais, déjà on a gagné cette Coupe du Monde, même si on ne l'a pas demain. Voilà. On l'a gagné, ça c'est clair qu'on l'a gagné. Il est évident qu'on l'a gagné parce qu'on a été quand même reconnu par la FIFA comme étant crédible. Mais maintenant, on va rentrer un peu plus dans les détails des choses. Vous avez, l'Afrique. Il y a pas mal de pays africains qui sont en train de revenir un peu sur leur... Enfin, ils n'ont rien promis, mais c'était la CAF qui avait annoncé qu'elle travaillerait avec qu'elle voterait. Donc on va dire une cinquantaine. On va dire en Europe, nous avons une vingtaine, une trentaine de pays. Est-ce que vous pensez, parce que c'est une question que tout le monde se pose, est-ce que vous pensez qu'il y aura de la géopolitique dans ce vote? Les États-Unis ont un problème au niveau de la politique protectionniste, les Russes et les Américains, l'accord sur l'Iran. Est-ce que vous pensez que ça rentre en considération dans ce genre de choses ou pas? Pourquoi pas? Avec tout le respect qu'on a pour notre candidature, mais enfin il y a des données qui arrivent et dont on parle. Mais le Maroc quand même a des amis sur lesquels il peut compter quand même. Il y a quand même, nous avons soutenu beaucoup de pays. Et aujourd'hui, le moment est arrivé où on peut avoir un revers de la médaille. Et pourquoi pas? Il faut rester quand même assez optimiste. Le 13 juin, c'est demain. Il faut y croire. Et puis, si on ne l'a pas, pourquoi pas? On a quand même gagné des choses. Non, si on ne l'a pas. Et il est clair que si on ne l'a pas, on a fait quand même certaines preuves. On est déjà ce n'est pas une consolation, ce n'est pas le lot du pauvre, ce n'est pas la consolation. Il faut noter que ce ne sont pas les pays qui votent, mais des fédérations qui votent. Donc moi, je peux très bien voter indépendamment de la position de mon pays. Par exemple, je ne sais pas, j'ai un point de vue personnel et puis je le fais valoir parce que je suis un élu des gens du football et donc... Il y a des pays où les fédérations n'ont rien à voir avec l'État. Donc, c'est des individus qui ont leurs propres intérêts et qui votent en fonction de ces intérêts-là. Mais ce qui est sympathique dans la démarche marocaine, je vous ai dit, c'est qu'on a été vers les gens, donc on a été discuter avec les gens. Quelqu'un qui vient vous rendre visite chez vous, qui fait l'effort de venir visiter chez vous, vous êtes sensible quand même à ça, d'un côté. D'un autre côté, il y a aussi ce qui se passe, vous avez parlé de géopolitique. Moi, je vois mal comment on va organiser une Coupe du Monde dans 3 pays qui ont déjà des difficultés parce que l'un veut construire un mur pour le séparer de l'autre. Ils viennent d'imposer des droits de douane sur des importations, etc. Et par ricochet, les autres ont aussi imposé des droits de douane, etc. Donc, en 2026, qu'est-ce que ça va être? Parce que si ça va comme ça, si ça va crescendo comme ça, parce que ça a l'air d'être ça, en 2026, ces 3 pays seraient isolés l'un de l'autre. Comment organiserait-il une Coupe du Monde entre eux? Et puis en plus, si vous regardez aussi, sans parler de la politique américaine, les Américains sont libres de décréter ce qu'ils veulent pour chez eux, et comme le Maroc aussi est libre de décréter ce qu'il veut pour chez lui. Est-ce que tous les spectateurs vont avoir un visa pour aller aux États-Unis? Est-ce que dans une équipe, on ne va pas refuser le visa à un joueur? Ça, c'était l'un des points négatifs de la candidature américaine qui a été épinglée par la FIFA. Je pense que les gens du football, le 13, devraient être sensibles à ces choses-là et réfléchir à ces choses-là. C'est peut-être de la géopolitique. Ça a été dit à plusieurs reprises. Alors, question à 1000 francs, comme on disait dans le temps en France.
En juillet 2017, au niveau du CIO, ça vous l'avez bien suivi, au niveau du CIO, il y a eu un accord entre les deux candidatures Los Angeles-Paris, au lieu qu'elles se tirent 2024 pour Paris, 2028 pour Los Angeles. Vous voyez à quoi je vais en venir. Oui. Est-ce qu'il y aurait possibilité que la FIFA décide d'une double attribution pour jeudi prochain, c'est-à-dire le fameux conseil dont vous parlez qui se tiendra en début de semaine prochaine? Est-ce qu'il pourrait décider une double candidature? Est-ce qu'il pourrait y avoir un accord entre les deux candidats? Est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est possible? En fait, ça n'est pas entre les deux candidats. Il faudrait d'abord que l'instance FIFA vienne avec l'idée et que les deux se mettent d'accord et que l'un se désiste en faveur de l'autre pour 2026 et que l'autre prenne les 4 années après. Ça s'est passé à Paris, ça allait se passer comme ça au Maroc, du temps d'Avalanche. Avalanche était venu proposer au Maroc, à la première candidature, je crois, ou la seconde, je ne me rappelle plus exactement, de se désister en faveur de la France et que lui se faisait un devoir fort d'imposer, parce qu'à l'époque, d'imposer au Conseil, parce que c'était le Conseil qui votait, de décider de 2 Coupes du Monde, celle de France et celle du Maroc les 4 années d'après. Malheureusement, le Maroc n'a pas accepté cette solution. C'est le Maroc qui ne l'avait pas accepté et ça n'a pas eu lieu et on n'en serait pas là parce qu'on aurait eu déjà une autre Coupe du Monde. Mais aujourd'hui, je pense que si on devait arriver à une solution pareille, je crois que c'est très pragmatique et c'est très intelligent que de procéder comme ça. Excellente solution. Et vous, vous en pensez quoi de cette entente hypothétique? Parce que rien d'officiel, chacun fait sa campagne des deux côtés. Mais est-ce que ça pourrait se faire, puisqu'on a l'exemple de l'année dernière avec le CIO? Je dirais pourquoi pas, parce que d'abord, il n'y aura ni vainqueur ni vainqueux. Et puis, on pourrait quand même faire des choses ensemble et garder l'amitié que nous avons avec les États-Unis. Et pourquoi pas que ce soit d'abord le Maroc et après les États-Unis. Alors, rapidement, dernière question. Il y a 207 personnes qui vont voter, 207 présidents de fédération qui vont appuyer sur le bouton. Est-ce que vous pensez là, il y a des appréhensions. Alors, est-ce que vous pensez que les tweets du président Trump peuvent rentrer en considération? Alors, l'appréhension, c'est quoi? C'est qu'en fait, c'est un vote à main levée, enfin, c'est un vote qui n'est pas caché, mais qui est électronique. Et dans certaines instances internationales sportives, il y a eu des trucages de vote électronique. C'est ça le risque. Voilà. Et ça, c'est une des appréhensions qu'on devrait avoir. Je ne sais pas quelles sont les garanties qu'on va nous donner. Je ne sais pas quelles sont les garanties qu'on peut exiger. Parce qu'à partir du moment où vous appuyez sur un bouton, il y a la manière de vote électronique aux Nations Unies où vous avez le nom du pays qui apparaît. Quand vous appuyez, vous avez Maroc qui apparaît. Vous êtes soit du côté des votants pour oui, non et les abstentions. Donc ça apparaît, c'est pas un vote secret finalement, c'est pas. Est-ce que ça va se passer comme ça à la FIFA? Parce que moi j'ai assisté à des congrès où il y a eu un vote électronique où c'était juste des chiffres. Donc quand moi j'appuie, je ne sais pas si j'ai voté oui. Comptabilisé tel qu'il fallait ou pas? Ou comptabilisé de l'autre côté. Eh bien, on va attendre mercredi prochain. On va rester, le suspense va encore durer. Il a duré déjà pendant 3 à 4 mois. On a eu une bonne surprise. On va attendre et on espère qu'on puisse se retrouver d'ici 15 jours pour parler de l'organisation de ce mondial 2026, peut-être 2030 au Maroc. On passe au deuxième thème. Ça fait maintenant plusieurs années que l'Espagne est en instabilité politique. Tantôt c'est en raison d'une fragilité croissante du gouvernement de Mariano Rajoy. Tantôt c'est pour des élections législatives à répétition et sans majorité claire qui se dégage. Et puis depuis plusieurs mois maintenant, c'est en raison de la crise en Catalogne. Et la semaine dernière, il aura fallu une simple motion de censure pour que le gouvernement de Mariano Rajoy tombe comme le fruit mûr qu'il est depuis longtemps. Tout le monde s'attendait à sa chute depuis longtemps. Alors Aziz Daouda, qui est Pedro Sánchez, le nouveau chef du gouvernement, le nouveau président du Conseil, comme on l'appelle en Espagne? Alors c'est un jeune économiste de 42 ans, plus de 46 ans je pense, qui a eu une carrière politique en dents de scie, parce qu'il a déjà été secrétaire général, puis il a été évincé, puis il est revenu secrétaire général. Et il est revenu secrétaire général à un moment où le Parti socialiste est pratiquement au plus bas de ce qu'il a jamais été dans l'histoire d'Espagne. Et il a réussi à mobiliser des gens contre Rajoy et à faire tomber le gouvernement Rajoy. Et c'est quand même une grande victoire, parce que Rajoy, quand même, il n'est pas tombé de la dernière pluie, c'est quand même quelqu'un qui a tenu. Et qui a tenu bon parce que ce n'est pas la première motion de censure qui a été présentée contre lui. Il a tenu, puis là il a flanché, il est parti. Mais je pense que c'est quelqu'un qui se revendique d'un certain héritage socialiste espagnol. Quoique en Espagne, la démocratie espagnole, vous savez ce que c'est une anarchie organisée. On ne comprend pas grand-chose à ce qui se passe en Espagne. Ça bouge tout le temps, des élections tout le temps, enfin, ça bouge tout le temps. Et en fait, elle a été complètement déboussolée par l'arrivée de Podemos et Ciudadanos. Oui, en plus. Avant, il y avait l'alternance, comme en France, oui, comme aux États-Unis, comme partout. Mais une alternance qui ne ressemblait pas quand même à celle des États-Unis et de France, qui avait certaines particularités. Bon, maintenant,
ce qui nous intéresse, nous, c'est comment va-t-il réagir vis-à-vis du Maroc. Alors c'est ça, on y arrive. Alors il a eu sa motion de censure, il est arrivé à la passer avec ses alliés très conjoncturels, même ponctuels, de Podemos, les séparatistes catalans et les nationalistes basques. Et il a décidé, une fois qu'il a été, donc il a prêté serment, qu'il est devenu président du Conseil, il a décidé qu'il allait faire un gouvernement minoritaire, c'est-à-dire seul, pratiquement. Est-ce que vous pensez qu'il va aller jusqu'en 2020, ou que ça va commencer à tirailler, ou qu'on va revenir à ce que disait Aziz Daouda, une sorte d'anarchie organisée? Moi, d'abord, je préfère laisser aux Espagnols répondre à ces questions parce que c'est eux qui connaissent l'intérêt supérieur de leur pays. Et en général, les minoritaires n'ont jamais été la bonne solution. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit les majoritaires qui détiennent le pouvoir dans un pays. Et puis, il faut voir l'intérêt supérieur du bon voisinage aussi et de l'intérêt supérieur du pays. Voilà. Non, c'est ce qu'ils vont voir eux-mêmes, mais en tant qu'observateurs ou qu'observatrices étrangères. Vous savez, on parle de la politique en Allemagne ou en France ou ailleurs, mais d'après ce qui se passe, d'après la connaissance, c'est quand même un pays qui est très proche de nous, à tout point de vue, historiquement, culturellement. Qui nous impacte beaucoup. Voilà, qui nous impacte beaucoup. C'est important ce qui se passe chez eux, ça impacte chez nous aussi. C'est très important, mais vu d'abord la scène politique actuelle aujourd'hui, il y a des chamboulements. Aujourd'hui, on a toujours eu l'habitude que ce soit de droite ou de gauche qui passe, mais aujourd'hui on a d'autres mouvements qui sont quand même arrivés dans certains pays. Et moi ce que je dirais aussi, c'est qu'il y ait l'intérêt de la stabilité du pays. Parce qu'aujourd'hui, si on arrive en tant que minorité et on veut déstabiliser tout l'échiquier politique, je crois qu'ils ne tiendront pas jusqu'à 2020. C'est quand même un pays stable, l'Espagne, avec tout ce qu'on peut voir. Ce n'est pas l'Italie. Oui. L'Italie, c'est quand même un peu plus compliqué. Il n'a pas le choix, parce que pendant qu'il menait campagne contre Rajoy, il l'a mené avec qui? Il l'a mené avec l'extrémisme des séparatistes, l'angélisme de Podemos et le pragmatisme de la réinvention du socialisme en Europe. Voilà. Maintenant qu'il est installé, il redevient pragmatique. C'est ce qui s'est passé en fait pour tous les gouvernements. Exactement. Comment est-ce qu'il peut gouverner avec des gens qui veulent se séparer de l'Espagne? Comment est-ce qu'il peut gouverner avec des gens qui ont une vision, tout au moins peut-être encore pour quelques années encore, qui est vraiment très angélique de la société, de l'économie, des relations internationales, etc., qui sont Podemos? Mais qui sont nés d'un populisme. On va y arriver, mais est-ce que vous pensez que maintenant, avec son arrivée, Pedro Sánchez, que la crise catalane va aller vers un début de solution? Parce qu'on a changé le gouvernement catalan, donc la tutelle a été levée. Là maintenant, il y a un nouveau président du Conseil à Madrid et un nouveau président du gouvernement catalan. Est-ce que vous pensez que ça pourrait arranger les choses? Peut-être, parce que quand les gens changent, ça permet toujours un dialogue, disons, relancé. Du sang neuf. Mais de toute façon, lui, il est le garant de la stabilité, de la continuité de l'Espagne. Il est quand même le chef du cabinet, le Premier ministre ou le chef du gouvernement espagnol. Et donc, des gens qui veulent se séparer de l'Espagne, je ne sais pas s'il a intérêt à accepter déjà de négocier avec eux la séparation. Parce que finalement, eux... pour tout le monde, d'ailleurs. Ben voilà. Alors que de l'autre côté, le but est clair. Ils veulent se séparer de l'Espagne. Ils veulent en négocier les conditions, c'est tout. Mais leur objectif est clair. Depuis 3 mois, Puigdemont, le président déchu qui est en exil, et maintenant, Quim Torra, depuis 3 mois, ils mettent beaucoup d'eau dans leur vin et ils essaient d'arranger les choses. Ils ont vu toutes les difficultés qui sont nées. C'était pas possible. Vous voulez faire un communiqué, un commentaire là-dessus? Communiquer pour une autre fois. Moi, je dirais, quelle que soit l'offre politique, on n'échappe pas à la géopolitique. Aujourd'hui, le Maroc et l'Espagne sont des voisins. Il faudrait que ce soit dans le cadre du bon voisinage. C'est-à-dire, aujourd'hui, je crois qu'ils sont arrivés à un seuil de maturité où l'enjeu de bon voisinage et l'intérêt supérieur de la région et de la stabilité de la région est primordial. C'est surtout ça qu'il faut primer quand même. Aziz Daouda, si jamais Pedro Sánchez s'aperçoit que finalement il ne durera pas 3 mois avec un gouvernement minoritaire et que finalement il décide d'appeler les amis de Podemos, les Catalans et les Basques, comment vous voyez les choses et comment vous voyez les choses par rapport aux relations avec nous, avec Rabat, parce qu'on connaît les positions de Podemos? Exactement. Là, on va avoir des difficultés. Là, on va nous chercher la petite bête, tout simplement. Tout simplement. Et leur position est connue en ce qui concerne les séparatistes du sud du Maroc.
ils les appuient, ils les soutiennent. Et avoir un gouvernement espagnol qui officiellement commence à soutenir cela, ça va être une difficulté de plus pour le Maroc. Bon, c'est gérable. Le Maroc a géré des difficultés de ce genre et il en gérera peut-être. On se rappelle quand la droite était arrivée de la Khoy, on craignait le pire après la période de Aznar. Exactement. Parce que le pragmatisme finit toujours par payer. On en restera là pour aujourd'hui. C'est fini pour l'émission d'aujourd'hui. Merci Kalimem Kika d'avoir été avec nous. Merci Aziz Daouda d'avoir été avec nous. Merci pour vos lumières. Merci à vous de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau débrief ici même. D'ici là, restez sur Medi 1. L'information et le divertissement continuent en continu. Merci. Bonne soirée et à la semaine prochaine.